On va pas me comprendre. Moi, ce que je suis, ma façon de fonctionner, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est la personne en face et comment je vais l'aider à partir de ses ressources à elle et de ses canaux à elle. Et en thérapie brève, on va chercher les ressources de l'autre. Pour aller chercher les ressources, il faut un petit peu les connaître et puis il faut aller un petit peu parler la même langue. Si je ne parle pas la même langue que la personne qui est en face de moi, donc que ce soit de l'enfant à l'adulte, à un moment donné, ça sera compliqué, ça ne marchera pas. Donc le canal est très très important. Et ça fait partie des éléments essentiels pour les enfants en tant que parents, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant de toutes sortes. Souvent les accompagnants n'ont pas ces informations qui sont super basiques, mais qui font qu'à un moment, j'ai un décalage avec mon gosse. Et en tout cas, entre eux, ça peut même, les deux enfants, ils peuvent ne pas fonctionner ensemble, ils sont tout le temps en train de se disputer. Alors ça peut être une histoire de place dans la fratrie, d'attention, mais aussi ils ne sont peut-être pas sur les mêmes canaux, et puis après il y a les vies antérieures, il y a tout ça, hein, on y arrivera. Des fois, ça me... On y arrivera. Moi je me dis, mais mon fils il est en train de faire une blessure de rejet à ma fille, il la rejette tout le temps. J'essaye de... Et nos parents, ils culpabilisent. Et la culpabilité du... C'est compliqué, c'est un vrai boulot d'être parent. Hein. Ouais. Je voulais vous lire quelque chose, et après on passera avant. Oui, non. Mais en sachant que le maintenant, l'avant, c'est les mêmes techniques et c'est tout lié. Il y a Virginia Satir qui a beaucoup travaillé sur les rôles familiaux. Et en tant que parent, en tant qu'enfant, moi tout de suite, je me suis reconnue dans un rôle, on se dit ok, moi j'étais dans ce rôle-là. Donc elle a fait beaucoup de... Elle écrit des bouquins, elle a fait beaucoup de choses là-dessus. Et elle a défini 4 grands rôles d'enfants. Donc je voulais lire les 4 grands rôles, parce que c'est intéressant. Peut-être que vous allez tout de suite dire, ah ouais, moi j'étais là, ou je suis encore là. Et donc si j'étais là quand j'étais petite, où j'en suis maintenant par rapport au rôle que j'ai pris étant petite, est-ce que je m'en suis dégagée de ce rôle? Peut-être pas. Peut-être que je suis toujours dans le même rôle, sauf que je ne sais pas. Et du coup, on va pouvoir travailler à changer ce mécanisme, ou à élargir le rôle, ou à passer dans un autre rôle, parce que c'est bien, c'est sympa de changer de rôle aussi, parce que quand on a toujours le même rôle, c'est bon, à des moments, c'est lourd à porter quand on s'est posé un rôle, ou qu'on nous a posé un rôle quand on était enfant. Donc je voulais lire ces 4 rôles, parce qu'ils sont super intéressants. Donc c'est une tendance, après on peut avoir changé de rôle aussi en cours de l'enfance. Donc le héros, l'enfant héros, souvent, généralement, c'est le premier enfant de la fratrie. Après, ça peut changer, puis aujourd'hui, on sait qu'il y a des fratries recomposées, donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà. Alors, le héros, comment il se comporte? Alors, lui, il permet de donner une bonne image de la famille et de faire oublier ses mauvais côtés à la famille. Donc, il est presque un réparateur de la famille. C'est en général l'enfant modèle qui a des bons résultats. Il est envié par ses frères et sœurs. Il doit mettre de côté ses propres besoins et aspirations pour servir le système familial. Un peu l'enfant parfait quand même, le premier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur son dos. Il n'a pas le droit, entre guillemets, d'exprimer une opinion n'allant pas dans le sens du système familial. Donc c'est le sauveur, c'est celui qui fixe les règles, c'est celui qui va dire au deuxième, au troisième, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi je suis grand, je sais, mais toujours pour préserver une image du système familial. Des fois, ça peut être l'enfant calme, l'enfant où tout s'est bien passé. Donc ça, c'est le premier qu'elle a rôle. Le deuxième rôle, c'est le mouton noir. Souvent un deuxième. Le deuxième, il est terrible. Le premier, il m'a jamais fait ça. Le deuxième, il se réveille toutes les nuits, il bouge de partout, il grimpe de partout. Bon, les parents en parlent bien des deuxièmes, c'est souvent cela. Alors, souvent le secondé, donc le mouton noir, il attire les regards négatifs du monde extérieur pour qu'il ne se dirige pas vers le système familial. Donc lui, il fait sortir du système. Le système se protège ainsi lui-même de ses dysfonctionnements. Donc c'est celui qui sera rebelle, qui sera révolté, qui sera d'accord avec personne. Il va à l'encontre du système. Donc lui, il peut faire exploser le système aussi. Mais c'est son rôle. Puis quelque part, on lui a donné ce rôle. Donc on peut se reconnaître là-dedans. Le troisième, l'enfant perdu. Alors l'enfant perdu, donc il arrive après le premier, le deuxième, il apparaît souvent quand les 2 rôles précédents sont bien remplis. C'est-à-dire quand il y a vraiment eu un enfant héros et un enfant mouton noir. Il se sent presque invisible. On ne le remarque pas s'il est là, ou presque pas. Il vit souvent dans un monde de rêve, plus intéressant que celui que lui assigne sa famille. S'il a des bonnes notes,
c'est pour ne pas se faire remarquer par de mauvaises. Pas comme le héros, parce que lui, le héros, c'est le héros quand même. Alors que le troisième, ou l'enfant perdu, oh là là, je me fais discret. Parce que j'ai cette place maintenant dans la famille. Parce que maman est peut-être occupée aussi beaucoup avec le mouton noir, avec machin. Et donc moi, je me fais discret, parce que comme ça, peut-être que je pourrais me faire aimer. Et puis peut-être que je ne sens pas que j'ai une place, que j'arrive troisième, machin. Donc il est souvent introverti, tranquille, passif, solitaire, invisible. Donc, un enfant perdu, plus tard dans la vie sociale, il va peut-être essayer de toujours passer inaperçu, d'être discret, d'être invisible. Alors, ça peut générer des dépressions, des trucs comme ça, parce qu'à un moment donné, on peut ne pas se reconnaître dans ces rôles. Parce que les rôles, des fois, on dit oh, c'est bon, moi j'ai envie d'autre chose, quoi. Même le héros, à un moment, il a peut-être marre de suivre son système familial, il a peut-être envie de se rebeller. Ça, on le voit bien dans les films. Dans les films, premier enfant, deuxième enfant, si on s'amuse à observer un peu, c'est super intéressant. Et puis le quatrième, la mascotte. Le quatrième ou le dernier enfant. Donc des fois, il peut ne pas y avoir d'enfant perdu, mais une mascotte. Hein. Il n'y a pas de... Alors la famille a besoin d'un peu d'amusement. En l'apportant, la mascotte détourne l'attention des problèmes, des tensions. Il est toujours en mouvement, il est clown, il est rigolo, il est aimable. Il lui faut laisser de côté ses propres émotions et besoins pour distraire la famille. On les prend rarement au sérieux. Il ne sera jamais le bébé de la famille, jamais considéré comme un adulte. Alors ça, des fois, moi j'ai des clients qui m'en parlent, ils me disent « Ah non, mon petit dernier, je l'ai eu peut-être 5 ou 10 ans après, mais alors, il rigole tout le temps, il est super, il est machin. » Mais est-ce qu'il est vraiment à un moment, voilà, peut-être qu'à un moment, il faudra aussi qu'il sorte de son rôle. Donc ça, c'est une approche des rôles qu'on peut prendre. Et l'intérêt, c'est déjà d'avoir cette compréhension, de dire, tiens, mon enfant, il est peut-être dans ce rôle-là, et comment je peux peut-être l'aider à sortir de ce rôle-là? Ou comment je peux mélanger un peu les rôles, parce que celui-là, peut-être qu'il lui pèse et qu'il en a marre, parce qu'il se sent le devoir d'être invisible, il se sent le devoir d'amuser tout le monde, parce que c'est bon, il est le dernier, puis qu'en plus, le dernier, il n'était peut-être pas attendu à ce moment-là, donc si je suis rigolo, ben, moi, la pilule, elle va passer, c'est ce qu'elle peut me dire. Voilà. Donc ça, c'est une approche intéressante. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux enfants encore? Mais c'est très sympa, c'est un univers, c'est un monde, c'est passionnant. C'est passionnant et quand on commence à y aller, moi, tout au début, hein, je disais, ah, mes enfants, j'en veux pas en cabinet. Ça a été ma première réaction. Parce que un enfant, quand même, et puis en fait, non. Moi, j'ai fait de la place, j'avais un bureau, j'ai enlevé le bureau. Maintenant, les clients adultes, il n'y a plus de bureau. Non, non, il y a la place pour les enfants. Il y a un grand tapis avec des bonnes partout. Voilà, parce que maintenant, les enfants, ils sont bienvenus. Parce que finalement, quand on arrive à décoller de son parent et à l'avoir tout seul, c'est assez magique et ça fonctionne super bien. Et même si on a l'impression qu'à un moment donné, il ne veut pas quitter les genoux de sa mère, c'est peut-être pour faire plaisir à la mère, mais c'est pas pour lui tout seul. Donc non, les enfants, c'est vraiment un univers et c'est une approche complètement différente. Et là, au niveau des rôles, moi, j'ai bien reconnu mes enfants, même moi, où je me suis placée. Mais du coup, est-ce que dans l'approche, c'est de sortir d'un rôle, mais c'est pas forcément pour se mettre dans un autre rôle? Ça peut être déjà d'avoir conscience du rôle, ou conscience du rôle qu'on fait porter à notre enfant. Et peut-être nous, en tant que parents, alors je me positionne en tant que parent, parce que forcément j'ai des enfants et je les reconnais aussi bien dans ces rôles, et moi je me suis reconnue en tant qu'enfant. C'est pas forcément de les mettre dans un autre, ou peut-être leur autoriser, si à un moment donné mon enfant est né, il a envie d'être un peu rebelle, ben pourquoi pas. Enfin, c'est peut-être leur laisser une latitude, ou nous s'autoriser à les autoriser à être différents de ce... Je pense que dès qu'on a la conscience de ça, il y a des choses qui bougent déjà dans le système. Ouais. C'est déjà intéressant d'avoir la conscience. Après, dire, tiens, d'un seul coup, mon gamin, je ne le reconnais plus, maintenant, il était tout sage, il est rebelle. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et peut-être que demain, il sera mascotte, ou peut-être qu'il reprendra son rôle de héros, ou peut-être qu'il va prendre...
ce qui est sympa, c'est de savoir prendre tous les rôles parce que du coup, on s'adapte en fonction des situations et puis on n'est pas dans une case parce que les enfants, les adultes, on aime beaucoup les mettre dans des cases. Ça enferme les cases. Moi, j'ai horreur des cases. C'est pour ça que j'ai horreur des cases. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir conscience que, bah ouais, en fait, moi, je me suis laissée pendant 30 ou 40 ans de ma vie enfermée dans une case. J'en veux plus de ma case. Donc, je vais la péter, ma case. Et j'ai le droit de la péter. J'ai plus cette obligation d'être cet enfant qu'on a attendu de moi à un moment donné, inconsciemment, parce que le parent, jamais il va dire bah, tiens, toi, tu prends ce rôle. C'est tout super inconscient. Mais c'est d'aller libérer les cases, peut-être élargir les cases, sortir de ces zones mais ça va faire bouger le système. Donc après, il faut vérifier que le système garde peut-être d'une autre façon. Puis vous allez peut-être voir que si un des enfants change de rôle, l'autre à côté va être super content aussi de changer de rôle. C'est-à-dire, ça y est, je suis content d'être mouton noir, j'en avais marre d'être l'enfant parfait. Et donc du coup, ce mouton noir, il va dire ah, c'est moi le héros maintenant. C'est moi qui porte la famille et il va être super content. Et ça change. Moi, je sais que dans ma propre famille, l'aîné n'a jamais vraiment eu le rôle de héros, pas longtemps. C'est le deuxième qui a pris le rôle du héros. C'est très bizarre. Et après, le rôle du héros, il peut passer au troisième. Ça peut bouger, c'est intéressant quand ça bouge. Il faut accepter que ça bouge parce que la vie, c'est changement, c'est mouvement. Et sortons de nos... Enfin, c'est ma vision des choses, c'est ma garde du monde. Sortons si on peut sortir des cadres, on respire mieux, on évite peut-être certaines pathologies parce que je me suis enfermée là-dedans. Puis du coup, on arrive sur des rôles transgénérationnels. Hein. On arrive sur le prénom, on arrive sur, tiens, toutes les filles de la famille, c'est normal qu'à tel âge, elles aient telle maladie. Donc maman a eu ça, ma grand-mère a eu ça, mon arrière-grand-mère a eu ça. Donc je me mets encore dans un rôle, mais c'est plus au sein de ma famille d'aujourd'hui, c'est ma famille, voilà. Ouais. Donc après, est-ce que effectivement avoir conscience que là, je joue un rôle, que c'est pas moi, ou que je suis dans une loyauté parce que peut-être j'ai toujours eu une maman dépressive et puis que la deuxième de la famille est dépressive ou la deuxième elle n'a pas de mari, ou voilà, on se met dans on n'a pas toujours conscience. Et le fait des fois juste d'avoir cette conscience, ça bouge déjà, ça change. Et ça c'est intéressant. Ouais, c'est vrai que moi j'ai 2 garçons et c'est vrai que là on est beaucoup là. Je pense que voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus on évolue et plus on fait évoluer aussi nos enfants. Ouais. Et du coup, moi, plus j'avance et plus je prends conscience de certaines choses. Ouais. Et c'est vrai que la dernière fois, on les a pris chacun à part pour savoir ce qu'ils pensaient de leur place et de savoir un petit peu comment ils se situaient. Ouais. Et en fait, ils avaient, je sais que le grand, il avait la vision que le petit, il avait plus de chance. Et ils ont des choses à dire. Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il qu'il a donne plus de chance? Ouais. Et en fait, il n'a pas réussi à trouver. Puis on lui a dit, mais attends, en tant que premier, t'as ça, ça, ça. Ouais. Et puis du coup, le deuxième aussi disait, mon grand frère, il a plus de chance parce qu'il est premier et tout, machin. Et en fait, on s'est rendu compte de comment ils visualisaient les choses et de chacun prenait un peu un rôle. Et on a essayé de leur dire, en fait, oui, vous avez chacun le rôle, mais on n'est pas obligé de rester dans ce truc, quoi. Même si t'es le grand frère, que tu te dois être sérieux, à un moment donné, tu dois t'amuser. Et c'est vrai que de prendre conscience de ça et de les sortir de leur case et de dire c'est pas parce que t'es premier que c'est ça ou t'es deuxième. Et ça c'est vachement bougé. C'est super intéressant, ça comme retour, parce que ils le savent. Et ils savent le dire, ils savent le formaliser. Les enfants, ils savent tellement de choses, ils savent dire tellement de choses. Juste des fois, il faut leur donner le bâton de parole ou l'information. Et en thérapie, on travaille aussi comme ça. Alors c'est en plus en PNL, mais en thérapie, en cabinet. Moi, ça m'arrive de mettre plusieurs chaises. Et puis la personne, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, ça ne peut pas forcément un enfant, ça peut être un adulte. Oui, alors avec mon frère, ma soeur, c'est tendu, c'est compliqué, ça se passe comme ci, comme ça. Et on fait des chaises. Alors ta soeur, elle est là, toi tu es là, tu t'assois sur ta chaise. Puis au bout d'un moment, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se passe, toujours pareil. Et puis je vais la faire aller sur la seconde chaise, la chaise de la sœur. Et là, tu es ta sœur. Qu'est-ce qui se passe, comment tu vois et qu'est-ce que tu dis. Et c'est impressionnant, c'est magique. Moi, pour l'avoir vécu, pour l'avoir travaillé aussi sur moi, on a vraiment le rôle de l'autre et puis on va dire ouais, mais toi, oui, mais t'as vu, là, dans tel cas. Et on se rend compte, en le disant, qu'on a vraiment pris le rôle de l'autre. Ah ouais, je comprends. Et ça donne
beaucoup de compréhension. Et donc on fait changer les rôles comme ça sur la chaise, et on arrive à régler des conflits de couple comme ça. Hein. Parce que du coup, vraiment le fait de symboliquement changer de chaise, on change d'ancrage, on change d'énergie. Là, on se rapprocherait presque de l'histoire des constellations familiales pour ceux qui connaissent. C'est impressionnant, on peut prendre des voix différentes. On peut être dur d'un coup, alors que d'habitude, c'est impressionnant, c'est énergétique, mais c'est d'une puissance. Et ça, ça débloque plein de choses. Et je comprends mieux son point de vue. Exactement. Donc, on les fait intervertir comme ça. Donc, on peut le faire avec des enfants qui sont OK. Moi, je l'ai fait à un moment avec un de mes fils qui avait un problème avec un de ses demi-frères. Et il râle un peu, mais ouais. Et puis, donc, on met les deux rôles comme ça. Et puis après, alors, toi, tu vas te mettre là, maintenant, tu as les deux chaises. Toi, tu es là, et ton frère, mettons, il est là. D'extérieur, tu les vois, tu les entends se disputer, chamailler. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça? Là, il est extérieur, du coup, dissocié. Ouais, c'est peut-être dommage quand même, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils pourraient bien s'entendre, ou moi, j'ai l'impression qu'ils aiment les mêmes choses. Moi, j'ai l'impression qu'ils s'aiment tous les deux. Et c'est souvent ça. Tiens, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'aiment tous les deux. C'est dommage qu'ils se chamaillent comme ça, ils ne se comprennent pas. Et là, paf! Ouais, c'est dommage quand même. Et puis après, on va plus loin. Donc ça s'appelle les positions perceptuelles en PNL. Et puis après, on peut dire à l'enfant, tiens, tu vas aller monter sur la chaise, là. Et puis tu viens de Mars ou de Vénus. Tu entends pas ce qu'il dit, tu sais pas ce qui se passe et tu les regardes tous les deux. Qu'est-ce que ça t'inspire? Donc là, on coupe les sens, on coupe tout. On veut dire, donc là, c'est vraiment quelqu'un très loin. Donc on prend vraiment un énorme recul par rapport à la situation et puis il va dire, ouais, ces deux personnes, on sent qu'elles s'aiment, on sent ci, on sent ça. Et c'est encore autre chose. Et ça débloque plein de choses. Et après, la personne, on la fait revenir à sa place de départ. Il y a un truc qui s'est modifié à l'intérieur énergétiquement. Parce qu'elle a pris tous les rôles. Et donc, au sein d'une famille, c'est très intéressant de faire ça. Au sein d'un couple. Moi, j'ai eu fait avec des couples et du coup, oui, on comprend l'autre. Et des fois, quand on comprend, ça désamorce un conflit qui est peut-être de l'extérieur, qui est inutile parce que les deux s'aiment. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à l'enfance? Est-ce qu'en Église, on peut travailler sur la persévérance, sur la concentration? Oui. Sur les enfants. Enfin, adultes et enfants. Oui, on peut travailler sur... j'avais fait une petite liste. Il y a tellement de choses qu'on peut travailler donc, sur tout ce qui est angoisse, tout ce qui est stress. On peut travailler sur tout ce qui est manque de motivation, manque de concentration, hyperactivité, tout ce qui est confiance, tout ce qui est mémoire. Il y a des enfants qui vont dire, moi j'ai pas de mémoire, même des adultes, moi j'ai pas de mémoire. Déjà je dis tout le temps, moi j'ai pas de mémoire, mais du coup je n'aurai jamais de mémoire, parce que je parle du postulage, j'en ai pas. Et est-ce qu'il y a, alors toujours pareil, thérapie brève, est-ce qu'il y a un moment où tu trouves que tu en as eu la mémoire? Cherche bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu confiance en toi? Ok, tu n'as pas confiance en toi à l'école, peut-être. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais content, où tu avais confiance en toi? Tu as trouvé le moment. Pour peu qu'il soit en transe, l'inconscient va aller chercher le moment. Ah ouais, j'avais oublié, même nous adultes. Ah ouais, j'avais oublié que dans tel cas, qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Tiens, j'ai peut-être quand même l'autre qui dit, j'ai tout raté. Ma vie, c'est une suite d'échecs. Et puis, c'est une suite d'échecs, et puis je suis maladroit, je serai tout le temps maladroit, et j'en mets des couches, et puis du coup je le provoque, et puis je me conforte là-dedans, parce que du coup ça valide ma croyance. Voilà, on est sur la croyance. Croyance que j'ai pas confiance, croyance que si, croyance que je peux pas parler en public, on a tellement de croyances. Les enfants petits, on leur met des croyances, puis ils en ont tout seuls aussi, ils savent bien faire. Et bien du coup, on va aller chercher des moments où ils ont eu ces ressources. Il y en a tous des ressources. Inconsciemment, elles sont quelque part. Et si on les a pas, parce qu'il y en a qui vont dire, ah non, moi j'ai jamais eu confiance, mais jamais. Alors là, peut-être qu'on peut s'amuser à aller chercher dans une vie antérieure. Comment faire le lien? Alors aller chercher dans une vie antérieure. Moi j'ai fait, personnellement, sur la confiance. Mais vraiment, je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Alors, j'en ai peut-être parlé sur ma première conférence, je ne sais plus. Du coup, je m'étais retrouvée quand même donc en vie antérieure. Pour aller sur les vies antérieures,
c'est... Non, par contre, je vais finir mon truc de maintenant, après j'irai sur ce de confiance. Donc du coup, s'il n'a pas, pas de confiance, ou un adulte n'a pas de confiance, on va aller chercher peut-être des événements où on a de confiance, ou une personne de l'entourage, ou un héros, qui a cette confiance. On peut la récupérer, la confiance. Est-ce que tu as un copain de ta classe que tu trouves, t'aimerais être comme lui, qui a vraiment confiance en lui? Comment Alors il va dire, ouais, un tel, bah, j'aimerais bien être comme lui, parce que lui, dans tel cas, il a confiance, dans tel cas, il sait parler devant la maîtresse, dans tel cas, il sait faire ça. Ou ça peut être le frère, ou ça peut être le père, ou ça peut être, voilà, ou un personnage imaginaire. Ça serait, comment il se comporte un personnage qui a confiance en lui? Qu'est-ce qu'il fait? Le gamin, il va se redresser. Ah ouais, il est comme ça, il se tient comme ça. Et puis il fait quoi d'autre? Ouais, il se tient droit, et puis il pense à quoi? Ouais, il est bien dedans, il est sûr de lui, il va sortir plein de choses. Et puis, et s'il était devant toi, ce personnage qui a confiance en lui, quel qu'il soit, regarde-le, observe-le. Un gamin, il est devant toi. Un gamin, il va imaginer, l'adulte aussi, il le fait très bien. Nous, l'adulte, on sait très bien dire, un tel, on le fait bien aussi pour le poids, ça. Ouais, elle est mince, j'aimerais bien être comme elle. Alors, qu'est-ce que tu aimerais prendre d'elle? Qu'est-ce qui est ton avis? Cette personne, elle est mince. Comment c'est la vie d'une mince? Si tu n'as jamais expérimenté, ça peut être sympa d'aller voir comment c'est la vie d'une mince. Alors elle va dire, moi j'aimerais être comme ça. Ok, alors elle est comme ça, tu la visualises, sa taille, comme ses habits. Donc on va vraiment très à fond dans le détail du personnage idéal ou de ce qui nous manque, qu'on aimerait créer ou s'approprier. Et quand ça, ce travail est terminé, alors toujours la personne est aussi très vite dans un état modifié de conscience, donc l'inconscient fait tout le boulot parce qu'il sait exactement tout ce qui manque, on le sait toujours, au fond de nous. Ben avance d'un pas. Maintenant que tu as observé, que tu as entendu, vas-y, rapproche-toi encore. Ok, fais le tour, regarde le visage. Comment le visage de quelqu'un qui a confiance? Et sa posture, et ses jambes. Elles sont comment dans le sol, ces jambes? Elles sont comme ça, elles sont bien posées. Et puis à son avis, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, quand elle a confiance? Donc on fait toute cette observation, et puis après, tu y vas. Allez, vas-y, va dans la peau. Ah ouais, et t'es comment là dans sa peau? Alors là, on revient à nouveau sur l'énergétique, sur les constellations, on est sur un ancrage spatial. Là. On est sur du spatial. Là, il y avait la confiance. Donc si j'y vais là dans la confiance, ou ça peut être une couleur la confiance, ça peut être une personne, ça peut être une couleur. Alors tu vas dans cet ancrage spatial et qu'est-ce que tu ressens là? Donc on peut travailler comme ça sur les rêves, sur les projets, sur plein de choses, sur du spatial. Un projet qui se réalise, il est là, il ressemble à ça. Enfin, il y a tellement de façons de travailler que voilà, il y a vraiment matière à faire. Et c'est beau, puissant. Donc je vais là. Ah ouais, c'est bien la confiance. Et fais la montée en toi. Ouais, ça monte comment? Ouais, ça monte comme ça. Et tu le ressens là, tu le ressens où? Tu le ressens comment? Canal important, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois quand tu as confiance? Ouais, je vois les autres, ils m'écoutent en face. Ils m'écoutent tous, ils sont tous intéressés par ce que je dis. Ok, donc on travaille sur tous les canaux sensoriels. Parce que plus on en a, plus on fait monter l'émotion. Et plus cette émotion a de la puissance, plus elle a de la puissance, plus elle va s'intégrer dans les cellules. Et plus je vais savoir la récupérer. Et là, une fois que le personnage est vraiment dans toute la puissance de sa confiance, et les gamins, ils adorent faire ça. Du coup, je les fais sauter, je les fais bouger. On a aussi des cercles d'excellence, un cercle où tout est parfait. Il va sauter dans le cercle et il va dire « Ouais, je suis fort, je gagne tout le temps ». Et il va y aller, on est sur de l'ancrage. Donc on va lui faire un ancrage énergétique de sa personne comme il aimerait être. On va lui faire un ancrage spatial. On va lui faire un ancrage avec un mot. Et les gamins adorent ça. Alors mot, ça va être « je gagne ». Pour un sportif qui a peur d'échouer ou j'ai réussi mon concours, ou je passe bien mon entretien d'embauche. Donc voilà, on va travailler sur des mots. Et puis on va travailler aussi sur un geste. Comment ils font les sportifs? Les joueurs de tennis, quand ils gagnent, certains vont faire un geste comme ça. Ça veut dire que le moment où ils gagnent, il y a une telle puissance, une telle joie, une telle tout ce qu'on veut, qu'ils vont l'ancrer ce moment. Et quand ils en ont besoin, dans le match, ils vont savoir le récupérer ce moment. J'y suis là, ça peut être un autre. Hein. C'est des ancrages là. Et ça, c'est puissant parce que ça va. On peut mettre une odeur aussi. Parce que l'odeur, le cerveau, ça passe directement. Quand je travaille en poids tabac, je travaille beaucoup avec l'ancrage olfactif. Parce que l'odeur, le cerveau n'a pas le temps d'analyser, ça vient direct. Donc c'est un ancrage hyper puissant.
Donc on peut travailler avec tous ces ancrages, donc le gamin il prend tous ses ancrages, toutes ses ressources, et puis il est à fond. Ok, là t'es bien, et on ancre. Moi je peux aussi l'ancrer physiquement. Ok, tu ressors, machin, et t'es comment maintenant? Ah je sais bien, hein. Ah c'est bien dans cette peau-là. Et puis si tu fermes les yeux ou pas, la semaine prochaine, là, ou demain, tu vas à l'école, et t'es comme ça. T'as ça, t'as pris ce truc, cette confiance, tu l'as fait rentrer, tu sais comment c'est maintenant. Comment t'es? Et lui, on va travailler sur ce qu'on appelle les ponts vers le futur, parce que c'est bien d'avoir ça maintenant. Mais l'objectif pour moi, en tout cas, la façon dont je conçois ce que je fais, c'est de donner des outils, que les gens soient indépendants, autonomes. Le but, c'est pas qu'ils viennent me voir tous les jours ou toutes les semaines en me disant « oui, mais on va faire un ancrage ». Non, c'est toi, tu as tes outils. Maintenant, tu as ta puissance. Peut-être qu'on travaillera sur une autre problématique un autre jour, mais ça, c'est bien que tu l'aies comme outil en sortant de chez moi, parce que tu vas pouvoir l'utiliser. Je peux leur donner un caillou aussi. Ça peut être une petite pierre, parce que j'ai des petites pierres aussi de couleurs différentes. Donc, la couleur que je vais choisir, ce ne sera pas anodin. Ça peut être un bracelet, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui, hop, c'est le coup des fétichistes. Enfin, c'est pas le mot que je cherche, mais des objets. Des porte-bonheur. Tiens, quand je me suis rendu compte que quand j'avais ces chaussures, il m'arrivait des choses positives. C'est un ancrage. Donc je mets que ces pompes-là. Quand j'ai un examen, quand j'ai ce bracelet, je le réussis toujours. Donc je vais toujours le mettre. Du coup, c'est vraiment ancré bracelet de la réussite. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait en thérapie. Et c'est puissant, et c'est facile, et c'est simple, et c'est pas des cachetons, et c'est tellement chouette. Donc on fait des ponts vers le futur. Comme on fait des ponts vers le futur pour mes parturiantes, là, mes futures femmes qui vont accoucher, c'est comment? Ça serait quoi pour toi l'accouchement idéal? Comment ça se passerait? Tu aurais besoin de quoi? Tu aurais besoin de quel outil? Donc on va faire des ancrages aussi. Parce que le jour, une fois, j'en ai une qui m'a dit « je voudrais que vous soyez là le jour de l'accouchement ». Comment vous dire? Déjà, le jour de l'accouchement, alors elle avait très très mal vécu son premier accouchement, ça a été une catastrophe. Elle a été traumatisée, elle est retombée enceinte, son mari ne voulait plus d'enfants, donc elle était désespérée quand même. Mais elle voulait garder. Mais elle me dit, lui, il ne veut plus entendre parler, les deux étaient traumatisés tellement ça a été une boucherie. Ok, bon, elle travaillait sur le premier trauma, dissociation, tu aurais besoin de quoi, etc. Alors c'est un exemple, hein, ça peut être d'autres façons de travailler. Donc on a retravaillé pour enlever cette mémoire du trauma. Je lui ai dit, amenez-moi le mari, donc j'ai quand même vu le mari, hein, parce que, voilà. Donc on a travaillé sur les deux, et puis après, là, on a besoin de toi pour que le prochain, parce que moi je ne pourrais pas être là, parce que je ne sais pas quand vous allez accoucher. Et puis vous serez dans un tel, enfin, elle sait bien, le mari va se faire mordre, enfin voilà, elle sera dans un tel état qu'il faut qu'elle ait ses ressources, ses outils pour pouvoir les utiliser au mieux possible, en tout cas la semaine avant, le jour avant, etc. On va travailler en fleur de bac, on va travailler un certain nombre de choses, mais c'est hyper important ça. Quels outils je vais récupérer le jour J? Donc on travaille sur l'ancrage olfactif, un moment où elle est super calme, super sereine, etc. On va travailler sur le futur. Comment c'est le... Si je vibre mon futur, je vais l'attirer, loi d'attraction. Comment vous voyez que ce serait quoi? Voilà, il se passe ça, et je ressens ça, vous ressentez l'émotion, parce que si on n'est pas sur l'émotion, ça ne fonctionne pas. C'est toujours important de faire rentrer dans l'émotion, parce que c'est l'émotion qui fait la différence, qui attire. Dans la loi d'attraction, on ne peut pas attirer si on n'a pas l'émotion qui va avec. Sinon, on est neutre, on va à l'autre, il ne se passe rien. D'accord? Donc voilà, on va aller travailler sur ce pont vers le futur avec des ancrages précis qui fait que le jour où elle va accoucher, alors la semaine avant, donc on a travaillé 2 fois, 3 fois, fleurs, machin, le mari, tout bien, elle était nickel. La semaine avant, elle m'appelle, catastrophée, elle m'a dit « Marie, j'ai un problème parce que je viens de voir la sage-femme, elle m'a dit qu'il était plus gros que le premier et que j'allais emballer. » Ok. Toi, t'as un petit peu cassé tout. Paniqué. Alors, le travail, je dis, ça, c'est ce qu'elle dit. On a travaillé autrement, vous avez les outils, on sait comment faire, etc., etc. Ça va bien. Voilà, vous avez les outils, écoutez pas. Ça, c'est une croyance, vous avez un premier, un deuxième, ça se passe pas forcément pareil. Tout un boulot pour récupérer quand même le truc. Et puis la veille, elle m'appelle, elle me dit, je pense que je vais accoucher demain, est-ce qu'on peut se voir demain matin? Et le lendemain, je ne pouvais pas la recevoir, j'avais du monde. J'ai dit, si demain je ne peux pas, en revanche, il y a ça. Donc je la remets dans son ancrage positif, je la remets dans ses puissances. Vous
vous avez cette odeur, vous avez les fleurs de bac, cassis, la respiration, ça travaille aussi beaucoup, je travaille beaucoup avec la cohérence cardiaque pour les fumeurs, pour tous les autres, pour baisser le taux de stress, pour les entretiens, pour plein de choses, pour les gamins, ça marche très bien aussi. Donc, je dis, vous me donnez au courant. Si le soir vous n'avez pas couché, je peux vous prendre dans l'après-midi. Puis elle a couché le lendemain, puis elle m'a envoyé la photo du bébé, c'est super bien passé, et papa est ravi, voilà, c'est super bien passé. Alors ça peut des fois se passer beaucoup. Mais bon, il y a des outils, il y a des choses qu'on ramène. Donc c'est intéressant d'aller voir plus loin et d'attirer sans idéaliser, parce qu'une fois une personne me dit oui, mais si j'idéalise trop, je vais être déçue. Non, je dis c'est un travail, mettez l'émotion, mettez l'énergie. Dites-vous que de toute façon, il se passera à un moment ce qui doit se passer aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus tout contrôler. Mais essayez de mettre déjà une énergie différente pour ne pas attirer ce que vous ne voulez pas, ce qu'on ne veut pas. Si je vous dis un éléphant rose dans la pièce, vous avez pensé à l'éléphant rose, il est dans la pièce. Donc il y a façon de dire les choses aussi. Voilà. Donc voilà pour... Donc sur nos vies antérieures, le travail est exactement le même. Donc tout ce que j'ai dit avant, c'est valable. Ancrage. Qu'est-ce que je veux aller voir dans une vie antérieure? On n'est pas forcément dans la vie antérieure parce que je suis peut-être toujours dans l'esprit un peu thérapie, c'est intéressant d'aller travailler sur une problématique tant qu'à y aller. Autant travailler sur quelque chose qui me pénalise dans cette vie. Alors dans cette vie, ça peut être je suis dépressive et je ne comprends pas pourquoi. Ça peut. Ça peut être j'ai un problème de santé depuis que je suis toute petite et je ne comprends pas pourquoi. J'ai toujours ce problème-là, à cet endroit-là. J'ai une relation difficile avec une personne. Depuis toujours, avec cette personne, c'est super compliqué. Je ne sais pas ce qui se passe. La première fois que je l'ai vue, j'ai senti que ça n'allait pas passer entre nous, que ça allait être dur. Ou un conjoint. Enfin, voilà, on peut avoir des idées. Ou je manque de confiance en moi. Peut-être que dans une vie antérieure, j'avais cette confiance. Alors, j'avais cherché, tant qu'à faire, si je l'ai eu, je vais me remettre dedans. Et dans mon cas, quand on m'a dit, tiens, on a travaillé sur telle chose, c'est bien pour une vie antérieure, parce que des fois, l'autre fois, j'ai eu un mail d'une personne qui me dit, j'aimerais bien aller voir une vie antérieure, voir ce qu'il y a au fond. Au fond. Boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte de Pandore? C'est pas ça. Enfin, moi, je ne le conçois pas comme ça. C'est intéressant. L'inconscient, parce qu'on va poser la question après une transe plus longue et plus profonde pour un adulte, parce qu'en vie antérieure, on calme encore plus le mental, même s'il est là et qu'il observe, même si sur l'entre-deux-vie il est là et il observe, mais il y a des choses qui vont arriver. Alors sur la vie antérieure, c'est pareil, tout dépend de nos canaux de perception. Je sais que moi, je n'ai pas forcément la capacité de voir. Moi, je suis en canal kinesthésique. C'est-à-dire que moi, je sais et je ressens. D'où ça vient, ce que c'est mon canal à moi. Il y en a qui vont, comme moi, qui vont ressentir. C'est des fois moins facile quand on ressent. Parce que je vais fonctionner à l'envers. Moi, je vais ressentir des choses et du coup, les images arriveront après. Par rapport à un ressenti d'une situation, par rapport à une énergie de la situation. Elles viendront d'une autre façon, et peut-être pas la première fois sur une régression sur une vie antérieure. Il y a des personnes qui vont venir, pouf, tout de suite, sur une problématique particulière, on va poser, on va dire à l'inconscient, ok, toi tu veux travailler là-dessus aujourd'hui. Donc oui, il commence à chercher peut-être cette relation conflictuelle. La première fois où il a rencontré cette personne dans la vie passée, on va aller à la première fois, parce qu'après la deuxième fois, on est déjà dans le schéma. Donc on va aller chercher le noyau dur la première fois. Donc on donne déjà l'information au début de la séance, et pendant l'induction, ce qu'on appelle l'induction, l'inconscient de ce qu'il va falloir aller chercher. Voir, peut-être quelqu'un dire je me sens tout le temps triste, tout le temps pas bien. Et puis ça sera peut-être pas cette vie. Si moi je fais un ancrage, des fois je crois que ça va être dans cette vie, puis ça peut être dans une autre vie. Ça peut, parce que l'inconscient est prêt à aller voir ça, parce que c'est ça le noyau dur, c'est avant. Donc, qui dit antérieur dit déjà, il est préférable pour aller travailler sur les vies antérieures, mais ça c'est ma façon de voir les choses. J'ai eu des cas, des exceptions forcément, j'ai eu des médiums, des gens comme ça, qui eux, pouf, je sais qu'ils vont y aller tout de suite, donc ils n'ont jamais fait d'hypnose, pouf, ils vont direct sur la vie antérieure, la bonne, et là ça va
ça va remuer du lourd. Et puis il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fait de méditation, voilà, ça va être plus long. Donc c'est intéressant avant qu'il y ait déjà eu l'hypnose. Par rapport aux croyances sur l'hypnose. Parce que l'hypnose, oui, je vais dormir et puis tout va se faire. Et non, c'est pas ça. L'hypnose, ça peut être debout, une vie antérieure, on peut la vivre debout. Hein. Donc j'aime bien qu'il y ait déjà eu une séance avant pour voir peut-être dans cette vie, mais dans l'enfance, ou déjà sur une problématique qu'on souhaite travailler, voir comment la personne réagit par rapport à l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est un petit peu comme la méditation, c'est un petit peu comme... c'est un entraînement. Plus on en fait, plus on part vite. Moi, je sais qu'au début, j'étais une très grande résistante. Peut-être que j'avais des peurs, il y avait peut-être besoin, il y en a qui ont besoin de contrôle, de lâcher le contrôle, surtout par rapport à quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Même si nous, on n'est pas dans le jugement, on peut avoir peur du jugement. Il peut y avoir quand même, ce que je disais au début, là, des peurs, des croyances qui c'est intéressant que la personne soit vraiment en confiance quand elle vienne. Voilà. Et puis, on voit comment se passe la séance. Et si l'ouverture est faisable sur une vie antérieure. Moi, je le sens, je le ressens, et la personne peut aussi le sentir, le ressentir. Une fois, une personne venait comme ça, et je lui avais dit ça au téléphone, j'ai dit la vie antérieure, on n'ira peut-être pas, ou elle voulait même aller sur l'entre-deux-vie. C'est encore plus puissant, c'est-à-dire sur une vie antérieure, enfin de l'autre côté du voile. Donc j'ai dit sur une première fois, l'entre-deux-vie, pareil, on ne sait pas. On verra ce qui va se présenter. Puis ça s'est présenté, elle est allée. Mais c'est déjà quelqu'un qui était magnétiseuse, qui avait ces habitudes-là. Mais il ne faut pas que les personnes aient une déception en disant bah tiens, moi je pensais voir plein de choses, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien senti. Moi, c'était une de mes peurs. Hein. Comme j'étais très résistante au départ, puis bon, l'hypnose, j'en ai fait de plus en plus, et puis après, j'ai fait des demandes. J'ai dit bon, ouais, là, je demande, je dis aussi aux personnes s'il y a des choses que vous souhaitez dénouer, vous pouvez demander. Hein. Et puis ça sera amené, si c'est juste, si c'est positif et si vous pouvez le gérer là maintenant, ce qui peut arriver dans une vie antérieure. Donc c'est un petit peu les garde-fous qu'on met, et puis pareil, sur une vie antérieure, on a aussi notre ancrage aux ressources. C'est-à-dire que si jamais il y a un truc qui arrive un petit peu chaud, on peut avoir un ancrage ressources, on peut avoir des techniques qui font que la vie antérieure, voilà, ça va bien se passer, ça ne sera pas forcément compliqué à vivre pour la personne, mais des fois ça peut quand même remuer, hein, parce qu'on travaille énergétiquement profondément. Donc pour revenir à l'aspect confiance pure, moi je sais que je dis tiens, je veux travailler la confiance en moi, et puis on demande avant l'intention, objectif, qu'est-ce que tu veux? Travailler la confiance, ok. Donc on n'y va pas comme ça juste pour voir, alors on pourrait, mais c'est dommage de se priver de quelque chose de thérapeutique au passage, ou de quelque chose d'important au passage. Donc sur une deuxième séance, ou une première séance pour ceux qui sont très guidés et très à même d'y aller, ça se jauge aussi quand on va travailler sur une vie antérieure. Moi je dis, essayez d'être un petit peu dans la semaine, de méditer un petit peu si vous savez faire, d'éviter le café, pour être vraiment dans cette partie, pas mentale, mais vraiment dans la partie inconsciente, qui elle va ramener les informations qu'il y a besoin de ramener, qui sont justes pour vous, ou que ce soit juste pour la personne. Donc je reviens à ma confiance. Et ben moi, j'aime bien travailler sur la confiance, une ressource, etc. Pouf, j'arrive dans une vie antérieure, ressenti, puisque je suis sur le ressenti, du froid. Je sentais des espèces de bottes en peau, des bottes en peau, dans la neige, dans un pays du Nord, à une époque d'avant. Je ne savais pas situer l'époque, mais voilà. Et j'arrive là-dedans, et un homme, bien sûr, un homme. Un jeune homme, 30, 40 ans, en pleine force de l'âge. Et moi, je me voyais, je me sentais dans les bois, dans cette puissance masculine. J'étais chasseur de gibier. Je défendais un village, une espèce de petit village. Je ne savais pas l'écrire parce que je n'ai pas les images, mais je voyais les personnages. Et dans ce village, je ne me posais pas de questions. Poum, c'était comme ça, ma mission, c'est ça. Je suis droit dans mes bottes, j'ai toute l'énergie de la terre, vraiment. Je suis sortie pendant 3 jours, j'étais comme ça, une guerrière presque. Hein, et quand j'en parle, ça remonte là, je le sens remonter ce truc-là. Donc après, pareil, on travaille sur un ancrage, je garde ça, c'est bon. Hein. Et je suis un homme et je chasse dans les bois, j'ai la connaissance des bois. Dans cette vie, je me suis vue avec un loup, animal totem ou ce qu'on veut. Le loup qui me communique des informations, attention, le village est en danger.
je vais protéger, parce que j'avais cette mission je me vois ramener sur le dos les bêtes mortes avec le bâton de bois quand même. Et j'arrive et je suis fière, je suis contente, je pose l'alimentation pour le village, et puis donc je retourne dans les bois, parce qu'en fait, à l'époque, dans cette vie-là, alors ça peut être cette vie-là ou ça peut être du symbolique, hein, on s'en fout. Parce qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas. C'est la croyance de la personne, je la respecte. Ça peut être des symboles qui arrivent. On s'en fout. On s'en fout. Le tout, c'est que ça travaille quelque chose et que ça aide là où ça doit aider. Donc, quand j'apprends effectivement que moi, j'ai pas envie de rester, je suis solitaire dans cette vie. Je suis solitaire, je suis dans les bois, je suis bien, je suis en pleine nature, j'amène à manger, je défends s'il faut défendre. Donc, le loup m'avertit qu'il y a un danger pour le village. Et moi, j'en déduis, Marie inconsciente, je ne sais pas, que c'est un danger par rapport à des animaux sauvages. Donc je fais le feu autour du village, le truc incroyable, quoi. Je fais le feu pour protéger le village, à la fin le village est protégé, etc. Et je suis droit, je suis fière, je suis contente, c'est mon rôle, c'est mon devoir. Et puis en général, quand on va dans une vie antérieure, on va jusqu'au bout quand même de la vie. C'est intéressant d'aller voir qu'est-ce que je me suis dit quand je suis morte, comment se passe ma mort, est-ce qu'il y avait du monde, pas du monde, quel était mon ressenti, mon vécu par rapport à cette vie. Donc moi j'ai dû mourir jeune dans cette vie, parce qu'usée, fatiguée, parce que une autre époque, pas le confort, pas ci, pas ça, mais bien, à la fin de vie, c'est bien, j'ai fait ma mission, moi je devais faire ci, je devais faire ça, je suis ok avec cette vie. Et j'ai ramené cette ressource. Je vous garantis, c'est phénoménal quand même, hein. C'est phénoménal. À chaque fois que je m'en parle, pouf, je m'y revois, je suis là-bas, où je ressens en tout cas cette force. Et pendant 3 jours, j'avais une puissance. Donc on peut aller chercher des informations comme ça. Après, on peut effectivement, dans le sens réécrire l'histoire, on peut effectivement avoir par exemple une relation conflictuelle avec quelqu'un, alors c'est un exemple, tellement d'exemples, avec quelqu'un de notre entourage, ça peut être un enfant aussi, nos enfants, ça passe pas, c'est compliqué, et dire j'aimerais aller voir avec cette personne ce qui s'est passé avant la première fois. Quelles contraintes ont fait tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pareil, on pose la question à l'inconscient, il va aller chercher, transprofonde, et la vie débarque. Alors, une personne que j'ai eue en cabinet, en relation conflictuelle avec sa mère, elle se retrouve, sa mère qui a beaucoup d'emprise sur elle, n'arrive pas à se défaire de sa mère, beaucoup d'ordre, beaucoup de choses comme ça. En plus, se sentir coupable, la mère qui la culpabilise, et ça ne vit pas bien. Et elle retourne dans une vie antérieure et elle se retrouve petite fille, dans un endroit un petit peu pauvre. Et puis, cette petite fille a sa mère dans cette histoire. Alors, je ne sais plus les prénoms, parce qu'on trouve les prénoms, on trouve plein d'infos, plein de détails, c'est super beau. Et puis, la petite fille, elle voit sa mère allongée, qui vient de mourir. Donc, elle a peut-être 7-8 ans, je ne sais pas. Et puis, le papa qui est à côté. Et le papa, il aime beaucoup sa femme. Et puis, le papa, eh bien, il est triste, hein, il vient de perdre sa femme. Et du coup, dans cette première vie-là, la mère dans la vie d'aujourd'hui, c'était le papa dans la vie d'avant, qui s'appelait, ça m'avait marqué, il s'appelait Raoul, le papa. Et le papa, en fait, suite au décès de sa femme, il va se mettre à boire. Et puis il va demander à sa gamine de remplacer la mère. Remplacer la mère, de faire toutes les tâches ménagères. Du coup, c'est la gamine elle ne pourra pas aller à l'école, cette gamine. Parce que le père, il la veut là pour s'occuper de lui, il devient une loque. Alors je résume, je schématise, il devient une loque et la gamine va être obligée de prendre en charge ce papa. Et elle le dit à un moment, elle est en dehors de la maison, elle n'a pas envie d'y rentrer dans cette maison parce que c'est sombre, c'est sale, forcément c'est du ménage, forcément c'est une époque reculée, donc à la campagne, ça sent pas bon, le papa il boit, il est peut-être un petit peu rustre. Il n'est pas méchant avec ses gamines, il est rustre. Et elle s'empêche de vivre sa vie parce qu'il faut s'occuper du père et qu'à l'époque c'était comme ça. Et du coup, dans cette vie, elle ramène l'information, il faut que je m'occupe de mon parent, ou mon parent, il m'empêche de vivre ma vie. Je résume, hein, ça peut être plein d'autres schémas. Et là, on va jusqu'au bout de la vie. Toujours pareil. Qu'est-ce que tu te dis à la fin de cette vie? C'était une vie pourrie. C'était une vie pourrie, j'ai pas pu me marier, j'ai pas pu faire d'études, il a fallu que je m'occupe de mon père, j'étais pas heureuse, j'étais pas moi-même. Non, ce bilan de ce vie, c'était pas beau. Ok. Alors maintenant, on pose la question sur l'inconscient, est-ce que tu as envie de changer quelque chose sur cette vie? La mémoire de cette vie. Ouais, bien sûr. Peut-être
là pour ça aussi. Il y en a qui peuvent dire non, si c'est non, je respecte. Hein, chacun fait comme il le sent et comme il le peut, et on ne va pas compte, c'est pas notre rôle. Et du coup, la personne, on est toujours inconscient, va au moment opportun pour toi, où il y avait quelque chose à faire pour changer cette vie, pour qu'elle se passe autrement, et libérer toute la chaîne derrière. Oui, ben c'est quand ma mère est morte. Dans cette vie, c'est quand ma mère est morte. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Toujours pareil, tu avais besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? De quoi ton père avait besoin? Comme quand dans cette vie, hein. Alors ben, mon père, il aurait eu besoin peut-être de considérer que j'étais une petite fille et pas une femme. Peut-être qu'il aurait eu besoin d'amour au fond de lui, peut-être qu'il aurait eu besoin de me respecter, peut-être que moi j'aurais eu besoin de confiance pour lui dire non, même si l'époque, même si... Voilà. Et la personne va recréer toutes les conditions nécessaires au changement de cette vie, et va le faire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et c'est magique, hein. C'est magique en cabinet, parce que ça change le tout les personnes. J'ai une autre personne qui était venue pareil pour un cas de surpoids. Elle s'était retrouvée dans une vie où elle était dans une île, je ne sais plus le nom, elle avait un nom d'île de l'époque, où elle était morte de faim, seule, isolée, enfin un truc. Donc du coup, dans cette vie, le poids c'est l'abondance, c'est autre chose, c'est une famille, enfin voilà, donc je ramène quand même des choses d'avant. Et elle avait écrit l'histoire, donc dans le cas de Raoul, et ben voilà, mon père il se passe ça, et on change le contrat. Le contrat change, les rôles changent. Je suis la fille, il est le père, il va comprendre. Et après, qu'est-ce qui se passe du coup? Ben après, c'est incroyable, ça y est, je me vois, je suis à l'école. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je mène ma vie, puis mon papa, il est propre. Puis il prend soin de la maison, puis je l'aide un peu, mais il prend soin de la maison, pas plus loin. Donc moi, j'emmène. Alors, le rôle du thérapeute, là, il est très, très important, parce que, je veux dire, avant la séance, j'ai besoin de quelqu'un qui me dise, parce que moi, je ne peux pas deviner, je ne peux pas emmener si on ne me dit pas. Donc, c'est très, très important de déverrouiller les cordes vocales, et que je sache où est la personne. Parce que pour la guider, pour l'aider, pour avancer, pour reculer, pour enlever, enfin, pour pas aller sur certaines scènes si elles sont trop trash ou si elles sont inutiles, on va aller avant, on va aller arrière. Et l'inconscient se déplace super facilement. Ben, reviens 10 ans avant, c'est peut-être 10 ans avant qu'il s'est passé un truc un peu intéressant. Reviens 10 ans après, reviens à la fin de ta vie, reviens. On fait bouger beaucoup la personne. Elle verbalise. C'est important de verbaliser les émotions, ce qui se passe, ce qu'elle voit. Si elle voit pas, qu'est-ce que tu ressens? Et là, qu'est-ce que ça fait? Parce que des fois, ce que je disais, le préalable de départ, c'est que si on ne voit pas, on peut ressentir, mais on peut travailler sur un ressenti. Même si la personne, une fois, il y en a une qui me dit, moi, j'ai rien vu. Mais elle avait ressenti des choses, elle voyait des couleurs, elle voyait, là, un coup, elle avait froid, elle avait chaud. Ça travaille au niveau inconscient, on s'en fout, la façon.